Bonjour tout le monde, cette vidéo aborde le fonctionnement de la demande d'admission universitaire. On va vous parler entre autres de la procédure pour pouvoir faire une demande d'admission, des documents à avoir en main au moment de votre demande et aussi le suivi suite à la demande d'admission universitaire. Alors, vous voyez à cette diapo-ci le plan de la présentation sur l'admission universitaire. On a décidé de faire cette présentation sous forme de 4 capsules qui abordent des thématiques distinctes. Alors, vous voyez les 4 thématiques abordées à l'écran. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos qui vous interpellent davantage et qui vous concernent pour pouvoir aller chercher l'information et répondre à vos questions. Veuillez prendre note aussi que l'information qui est transmise dans le cadre de cette présentation est transmise au meilleur des connaissances du personnel du service d'orientation et d'information scolaire et professionnelle. Toutefois, certaines informations qui sont transmises peuvent varier avec le temps ou encore changer d'une université à l'autre. Il est donc de votre responsabilité aux étudiants d'aller contrevalider l'information qu'on vous transmet auprès des universités directement. Tu es rendu à faire ta demande d'admission si, premièrement, tu sais dans quel programme tu souhaites t'inscrire. Tu connais aussi les universités qui offrent le programme. Et très important, de valider pour chaque université les cours préalables requis, les critères de sélection utilisés pour l'admission et le contingentement du programme. Si ces 3 étapes-là ne sont pas encore faites dans ton cas, je t'invite à les faire avant de regarder cette vidéo-ci. Je t'invite aussi, si jamais tu en ressens le besoin, à aller regarder les 2 premières vidéos de notre série sur l'admission universitaire. Si c'est le cas et tu as fait les étapes que j'ai mentionnées un peu plus tôt, alors tu es rendu au moment de faire ta demande d'admission universitaire et cette vidéo-ci est pour toi. Au niveau des bases du fonctionnement de l'admission universitaire, lorsqu'on est prêt à faire notre demande d'admission, ça se fait par formulaire électronique directement sur le site web des universités. Chaque université est autonome dans la gestion des demandes d'admission. Donc, contrairement au SRAM au niveau du collégial où tout était centralisé au niveau des demandes, là, on peut faire une demande directement auprès des universités qui nous intéressent. Au SRAM, vous deviez choisir pour le tour 1 un programme qui vous intéresse dans un cégep spécifique. Au niveau de l'admission universitaire, on a la chance de pouvoir faire plusieurs demandes d'admission dans plusieurs universités à la fois. Puis pour chacune des universités à laquelle vous faites une demande d'admission, généralement, dans votre demande, vous pouvez mettre plusieurs choix de programmes qui vous intéressent. Donc, si par exemple, vous décidez de faire une demande d'admission dans 2 universités différentes, vous pourriez mettre, si l'université vous le permet, 3 choix de programmes dans chacune de vos 2 demandes. Ces choix de programmes-là peuvent être différents d'une université à l'autre, puisque l'université est complètement autonome dans la gestion des demandes d'admission. Il faut toutefois savoir que faire une demande d'admission universitaire, ça engendre certains coûts. Les coûts associés à ça, en fait, c'est que pour chaque demande que vous faites à l'université, vous devez payer un certain montant et d'une université à l'autre, les frais d'admission peuvent varier. Fait qu'il faut que le portefeuille suive, mais vous pouvez faire des demandes d'admission, en fait, dans des universités variées. L'avantage de postuler, d'envoyer sa candidature, en fait, dans différentes universités, c'est que lorsque vous n'êtes pas certain de pouvoir être admis dans un programme universitaire, ça va venir multiplier finalement vos chances d'être admis à quelque part dans une université finalement. Ou encore, si vous ne savez pas encore exactement l'université que vous souhaitez intégrer, même si vous savez que vous avez des bonnes chances d'être admis dans le programme, ça peut vous permettre même un petit délai supplémentaire pour pouvoir faire le choix de l'établissement universitaire que vous souhaitez intégrer. Au niveau aussi de l'analyse de l'admissibilité, il faut savoir toutefois que les préalables collégiales qui sont demandés selon les programmes, puis aussi, comme on disait tout à l'heure, les critères de sélection vont varier d'une université à l'autre. Il faut toujours aller contrevalider les préalables requis, puis les critères de sélection aussi avant de postuler à une université pour pouvoir s'assurer de répondre aux critères qui sont demandés, puis de ne pas payer une demande d'admission finalement dans le vide alors qu'on n'a pas tous les préalables requis pour pouvoir être admis au programme. En résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que les universités sont autonomes dans la gestion de leurs demandes d'admission, puis chaque université a son propre fonctionnement. Ça peut même varier selon le programme d'études à l'intérieur d'une même université. Donc, il faut toujours aller s'informer davantage auprès de l'université. Au niveau de la procédure pour pouvoir faire une demande d'admission, remplir un formulaire électronique, par exemple, il y a des tutoriels que mettent en ligne les universités pour pouvoir aller chercher plus d'informations
par rapport à la demande d'admission. On a mis ces tutoriels-là, entre autres, sous la communauté orientation et cheminement scolaire. Je vais vous le montrer tout de suite, en fait. Donc, quand vous allez sous la communauté orientation et cheminement scolaire, vous pouvez cliquer sur l'onglet tutoriel admission universitaire. Et là, pour chacune des universités, vous avez un lien soit vers une vidéo YouTube qui explique un tutoriel d'admission universitaire ou encore directement une page web de l'université en question qui explique la procédure d'admission. Alors, si vous savez d'avance que vous souhaitez faire une demande d'admission à l'UQAM, par exemple, puis vous souhaitez vous familiariser avec la procédure d'admission, vous pouvez y accéder par le biais de Omnivox. Donc, ce tableau-ci présente par université du Québec, de même que l'Université d'Ottawa, le nombre de choix de programmes possibles par demande d'admission universitaire, de même que les tarifs qui sont affiliés à la demande d'admission. On peut observer quand même que dans la majorité des universités, il est possible de mettre plusieurs choix de programmes dans le cadre d'une même demande d'admission. Certaines universités n'acceptent toutefois qu'un seul choix. Vous n'êtes pas obligé de mettre plusieurs choix de programmes dans votre demande si jamais vous ne le jugez pas nécessaire, mais il est quand même important de savoir que le nombre de choix de programmes contingentés que vous pouvez mettre dans votre demande peut varier selon les universités. Donc, certaines universités vont requérir, par exemple, que votre troisième choix de programme soit fait parmi un programme qui est non contingenté. De plus, lors de l'analyse de votre demande, certaines universités analysent l'ensemble des choix de programme, puis émettent une réponse d'admission pour chacun des programmes auxquels vous avez fait une demande d'admission. Toutefois, d'autres universités vont plutôt analyser votre premier choix et, si vous êtes admis, ne vont pas analyser les deuxième, troisième choix et les choix subséquents. Il est donc important de placer vos choix toujours en ordre de préférence dans votre demande d'admission. Pour consulter toutes les spécificités en lien avec les demandes d'admission par université, comme par exemple le nombre de choix de programmes contingentés acceptés par demande, bien, vous pouvez consulter entre autres le guide d'admission universitaire qui est disponible sur Omnivox sous la communauté orientation et cheminement scolaire. On voit ici à l'écran où le guide d'admission universitaire se trouve sur la communauté Omnivox. Ce guide est mis à jour vraiment chaque année, puis ça permet vraiment d'avoir beaucoup d'informations en lien avec votre admission. Alors, n'hésitez surtout pas à aller le consulter. Donc, une fois que vous avez ciblé les programmes qui vous intéressent, que vous savez pour chaque université le nombre de choix de programmes associés à la demande, puis les programmes auxquels vous souhaitez faire la demande parce que vous répondez aux critères d'admission, vient alors le temps de remplir le formulaire électronique de demande d'admission en ligne sur la page web des universités. Pour pouvoir remplir ce formulaire d'admission-là, vous allez avoir besoin de certaines informations en main. Pour les étudiants qui sont nés au Québec et qui ont fait toute leur scolarité au Québec, généralement, la documentation qui est requise, c'est votre code permanent du ministère de l'Éducation, qui va se retrouver généralement sur votre relevé de notes du collégial et votre relevé de notes du secondaire. Ça va vous prendre une adresse courriel crédible qui vous appartient aussi, là, pas l'adresse courriel crédible de vos parents, par exemple. Votre numéro d'assurance sociale, puis aussi une carte de crédit valide pour pouvoir payer les frais d'admission. Outre ces informations-là, généralement, le dossier scolaire va directement être acheminé à l'université à laquelle vous faites une demande d'admission. Donc, vous n'avez pas besoin de transmettre de relevé de notes ou de choses comme ça, généralement. Pour les étudiants qui seraient nés hors Québec ou qui ont fait une partie de leur scolarité hors Québec, référez-vous au site web des universités pour savoir, selon votre condition, quelle documentation et renseignements vous avez besoin d'avoir en main avant de commencer à remplir le formulaire en ligne. Des exceptions peuvent toujours s'appliquer, c'est-à-dire que parfois, par exemple, il peut y avoir des pièces justificatives à remettre en plus, une lettre de motivation, un portfolio, comme on disait tout à l'heure. Fait que toujours aller valider avant c'est quoi les pièces justificatives dont vous allez avoir besoin. À partir de là, quand vous remplissez le formulaire en ligne, le formulaire fait super bien mention pour chacun des programmes que vous allez inscrire, des pièces justificatives puis des documents qu'on va avoir de besoin pour pouvoir analyser votre demande. Donc, c'est votre responsabilité à vous de bien vous assurer de remettre chacun des documents qui sont mentionnés lorsque vous remplissez le formulaire, de prendre le temps de bien lire le formulaire aussi, d'y aller étape par étape
advenant le cas où vous ne soumettez pas les pièces justificatives qui sont exigées. Donc, si par exemple, en remplissant le formulaire, dans le formulaire, c'est écrit que ça vous prend une lettre de présentation, vous omettez de la transmettre, ce qui pourrait arriver à ce moment-là, c'est que votre demande d'admission va simplement être rejetée. Les universités, les registraires ne vont pas commencer à appeler chacun des étudiants un par un pour savoir s'ils comptent remettre les pièces justificatives qui sont exigées. C'est vraiment votre responsabilité à titre d'étudiant de bien les transmettre. Parfois, il peut y avoir même des dates limites pour pouvoir remettre chacune de ces pièces justificatives-là. Donc, ça se peut aussi que vous remplissiez le formulaire puis qu'il vous donne, par exemple, 2 semaines supplémentaires pour transmettre les pièces justificatives. C'est important aussi de bien respecter ces dates limites-là, sans quoi votre demande pourrait être refusée. Même chose aussi au niveau de la création de votre compte en ligne. Lorsque vous allez remplir le formulaire, souvent, on va vous demander de vous créer un compte sur le site web de l'université. C'est important de bien noter le compte que vous allez vous créer, votre mot de passe aussi. Souvent, ça va vous servir après ça à faire le suivi de votre demande de façon électronique. Fait qu'il faut garder ces informations-là en note. À la toute fin, après que vous ayez rempli en fait le formulaire de demande d'admission en ligne, vous allez recevoir un numéro de confirmation. Conservez ce numéro de confirmation de demande-là comme preuve que vous avez bien déposé votre demande d'admission au cas où il se passe n'importe quoi avec votre demande d'admission, juste pour être certain que vous ayez une preuve avec vous que vous avez bien effectué la demande. Donc, gardez tout en note, puis prenez le temps de bien lire et de bien remplir le formulaire d'admission. Quelques spécificités concernant les rubriques de la demande d'admission lorsque vous remplissez le formulaire électronique en ligne. Dans la rubrique Programme d'études envisagées, il faut que vous mettiez, dans le fond, souvent dans un menu déroulant, les choix de programmes qui vous intéressent. Lorsque vous mettez plusieurs programmes dans une demande d'admission, veuillez toujours mettre en premier votre choix de programme qui est préféré. Simplement parce qu'il y a des universités qui, lorsqu'ils analysent votre demande d'admission, vont regarder votre premier choix, vont l'analyser et si vous êtes admis à ce choix-là, ne vont pas regarder votre deuxième ou encore votre troisième choix si jamais il y en a un. Donc, c'est toujours important de mettre le premier choix comme étant votre choix que vous souhaitez privilégier. D'autres universités, toutefois, vont aussi considérer vos 2 ou 3 choix puis vont vous donner une réponse d'admission pour chacun de ces choix de programme-là. Mais en mettant votre choix préféré en premier, ça vous assure de ne pas vous tromper puis que finalement, votre choix que vous préfériez ne soit pas du tout analysé par l'université dans votre demande d'admission. Par la suite, sous la rubrique études secondaires et collégiales, on va vous demander en fait quand est-ce que vous pensez terminer le cas échéant vos études collégiales. Sont là le cas indiqué que vos études collégiales sont à obtenir soit en décembre si vous terminez à la session d'automne ou encore en juin si vous terminez à la session d'hiver. Mais si vous terminez par un cours d'été, il faut indiquer que vous allez obtenir votre DEC en août à ce moment-là. Pour les étudiants qui pourraient se retrouver dans une situation où ils diplôment du collégial avec un DEC sans mention, il faut toujours vérifier votre admissibilité auprès de l'université, puis le mentionner aussi à la fin du formulaire d'admission. Vous avez une section commentaires. Il faut mentionner que vous allez terminer avec un DEC sans mention. Indiquer si votre DEC sans mention, encore une fois, est à obtenir en décembre si vous terminez à la session d'automne ou encore en juin si vous terminez votre DEC à la session d'hiver. Mise en garde importante, les réponses d'admission, une fois que vous allez avoir terminé votre demande d'admission, sont généralement envoyées dans les... Parfois, c'est très rapide, là. Des fois, c'est dans les semaines suivant votre demande d'admission. Parfois, ça peut aller jusqu'en mai. Fait que ça dépend à la fois des universités, des programmes, des fois aussi à savoir si c'est un programme contingenté ou non, ou qui utilise différentes méthodes de sélection, mais le temps est variable. Toutefois, si jamais vous pensez partir, par exemple, à l'étranger ou encore si vous faites un stage à l'international, par exemple, dans les mois suivant votre demande d'admission, vous devez mandater quelqu'un pour donner suite à votre réponse d'admission en votre absence. Advenant le cas où vous n'êtes pas joignable, par exemple, par téléphone ou encore vous allez pouvoir difficilement avoir accès à vos courriels. Donc, dans votre demande d'admission, il faut aussi mentionner une procuration écrite qui indique le nom puis les coordonnées de la personne qui va répondre en votre nom à la réponse d'admission faite de la part de l'université, simplement pour vous assurer de ne pas
ne pas répondre à la demande d'admission, finalement perdre votre place dans le programme, mais qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible pour pouvoir répondre à l'université en votre absence. Comment aborder ce que vous devez faire à la suite de votre demande d'admission. Dans le cas des programmes qui sont non contingentés, le processus d'admission est assez simple. Les universités vont analyser les demandes en fonction du fait que le DEC, dans le fond, est en voie d'obtention, puis que l'obtention est prévue d'ici la fin de l'année scolaire. Puis, ils vont aussi analyser les demandes pour s'assurer que le candidat a tous les préalables requis pour pouvoir être admis au programme. Dans le cas des programmes contingentés, on en a parlé tout à l'heure, mais l'université va à ce moment-là rajouter des étapes d'analyse finalement pour pouvoir sélectionner les candidats. Entre autres, ils vont aller regarder la cote de rendement au collégial pour pouvoir sélectionner les candidats sur base de la qualité du dossier académique. Ils vont aussi pouvoir avoir recours à des outils de sélection supplémentaires selon les programmes. Une petite mention spéciale au niveau de l'analyse de la cotère. Faut savoir que lorsqu'on diplôme, on se retrouve avec une cotère programme et une cotère globale à notre dossier. Généralement, la majorité des universités vont considérer la cotère programme pour pouvoir donner une réponse d'admission. La cotère programme, ce que c'est, dans le fond, c'est la cotère du programme dans lequel vous êtes en voie de compléter votre DEC ou encore le programme finalement qui vous rend admissible, qui répond aux conditions d'admission pour le programme universitaire que vous visez. Dans le cas d'un étudiant qui aurait fait 2 DEC, par exemple, ou encore qui aurait commencé un DEC dans un domaine, pas dans un domaine en fait, mais dans un programme scolaire, puis qui aurait fait un changement de programme en cours de route, il se retrouve aussi avec une cotère globale qui est différente de sa cotère programme. La cotère globale, la manière dont elle est calculée, c'est qu'elle va aussi considérer les cours réalisés dans l'autre programme par l'étudiant, en plus de son programme en voie d'obtention, pour donner une cotère globale qui reflète à la fois les cours faits précédemment, puis les cours dans le programme actuel, finalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien que la majorité des universités considèrent la cotère programme pour l'admission, certaines universités, en fait l'université McGill, elle utilise la cotère globale. Fait que quand vous faites une demande d'admission à McGill, c'est votre cotère globale qui va être regardée et non votre cotère programme. Même chose lorsque vous soumettez une demande d'admission sur la base d'un DEC sans mention, c'est la cotère globale à ce moment-là qui va être regardée et non la cotère programme. Advenant le cas où vous avez complété 2 DEC qui vous rendent admissible à un programme universitaire qui vous intéresse, fait que vous avez deux diplômes d'études collégiales en main, l'université va alors regarder la cotère programme du DEC dans le fond qui est la plus avantageuse pour vous pour pouvoir analyser votre demande d'admission. Une fois que les universités ont analysé les dossiers d'admission puis ont sélectionné les candidats qui vont se voir offrir une place dans le cadre du programme, vous allez alors commencer à recevoir des réponses d'admission. Ces réponses d'admission-là peuvent être reçues dans les semaines suivant la demande d'admission, donc au courant du mois de mars, peuvent être toutefois reçues parfois jusqu'au courant du mois de mai. Dans certains cas, les universités envoient leurs réponses très rapidement, mais requièrent toutefois des frais d'inscription pour pouvoir réserver rapidement la place de l'étudiant. Ça se peut que vous receviez une demande d'admission d'une université rapidement, que vous deviez vous y inscrire, alors que vous n'avez pas encore reçu toutes les demandes, les réponses en fait d'admission des différentes universités auxquelles vous vous êtes inscrite. Les réponses d'admission que vous pouvez recevoir à ce moment-là sont variées. Vous pouvez d'abord recevoir une offre d'admission. Donc, on peut vous dire, oui, vous êtes accepté dans le programme conditionnellement à l'obtention de votre DEC. Donc, si votre DEC, par exemple, est en voie d'obtention, puis vous devriez l'obtenir à la fin de la session d'hiver, par exemple. Donc, une fois votre DEC en poche, vous êtes officiellement admis. En attendant, c'est une offre qui est conditionnelle. C'est possible aussi que la réponse d'admission soit un jugement différé.
Fait que ça se peut que l'université vous dise, ben, la réponse va être remise à plus tard pour des raisons X ou Y, puis les raisons vous seront fournies à ce moment-là. Donc, ça se peut que vous n'ayez pas tout de suite votre réponse d'admission. C'est possible aussi que l'université vous place sur une liste d'attente. Donc, par exemple, vous postulez dans un programme qui est contingenté. Vous n'êtes pas directement admis au programme, mais par contre, on vous place sur la liste d'attente advenant le cas où des étudiants qui ont été admis se désistent. Les listes d'attente, il faut savoir que jusqu'à la dernière minute, vous pouvez être rappelé par rapport à une liste d'attente. Donc, des fois, au courant du mois d'août, il y a des étudiants qui se désistent, puis ils peuvent toujours vous recontacter à ce moment-là. Fait que c'est pas rare quand même que rapidement les candidats qui sont sur une liste d'attente se fassent appeler. Puis la quatrième raison, ça se peut aussi, en fait, que votre réponse d'admission, ça soit simplement un refus, soit parce que vous ne rencontrez pas toutes les conditions d'admission ou encore parce que le programme est contingenté finalement, puis votre demande n'a pas été approuvée. Face à ces différentes réponses d'admission-là, vous, à titre d'étudiant, vous avez une décision à remettre à l'université à ce moment-là. Advenant le cas, vous êtes dans la première situation, puis qu'on vous offre une place dans le programme, donc vous avez une offre d'admission. L'université va vous indiquer dans son offre d'admission, qui souvent est reçue par la poste directement, la date limite pour accepter son offre d'admission puis les procédures d'inscription. C'est possible à ce moment-là que vous vous dites, ben moi, j'ai envoyé ma candidature dans différentes universités, puis j'ai pas eu mes réponses des autres universités. J'aimerais ça attendre d'avoir mes réponses des autres universités. Vous pouvez attendre un peu, mais c'est important de respecter la date limite imposée par l'université, sans quoi l'université va considérer que vous refusez son offre d'admission. Fait que vous pouvez attendre un peu en respectant la date. Si jamais vous voyez que vous n'avez toujours pas reçu de la part de l'autre université votre réponse d'admission, puis là, la date d'échéance pour accepter l'offre arrive à terme, vous pouvez toujours accepter l'offre de l'université, puis ultimement, lorsque vous allez recevoir la réponse de la deuxième université, vous pouvez aussi vous désister de la première si vous souhaitez, lorsque vous recevez 2 offres d'admission qui sont positives. Advenant le cas où vous vous retrouvez dans la troisième situation, puis vous êtes placé sur une liste d'attente, comme je vous mentionnais tout à l'heure, l'université, elle peut vous contacter jusqu'au début de la session. Dès qu'il y a un étudiant qui a été admis qui se désiste, eux, ils passent à la prochaine personne sur la liste d'attente. Fait que c'est possible aussi que vous ayez déjà accepté d'intégrer un programme, par exemple, puis qu'en août, on vous contacte pour pouvoir accéder à un autre programme qui était, par exemple, le programme qui vous tient le plus à cœur. C'est toujours possible jusqu'à la dernière minute, puis il est toujours possible de se désister d'un programme si jamais vous changez d'avis entre-temps, vous avez une autre offre d'admission. Les offres d'admission, lorsqu'on vous appelle, en fait, parce que vous êtes sur une liste d'attente, souvent, ça se fait par téléphone, puis vous avez juste quelques heures pour pouvoir y répondre. Fait que c'est vraiment important de rester éveillé et rester à l'affût de vos appels téléphoniques, entre autres, puis à la limite de vos courriels aussi. Il faut toujours garder en tête que vous ne pouvez pas accepter 2 offres d'admission en même temps dans une même université. Vous pouvez toutefois accepter une offre d'admission dans un programme, être placé sur une liste d'attente dans un programme différent ou encore avoir un jugement différé en même temps, mais vous ne pourriez pas être admis dans 2 programmes dans une même université. Si vous vous retrouvez dans la situation numéro 4 et que vous êtes refusé au programme dans lequel vous avez fait une demande d'admission, vous pouvez à ce moment-là poser différentes actions. Vous pouvez, si vous souhaitez, accepter la situation puis ne faire aucun geste. Vous pouvez aussi faire un nouveau choix de programme parmi vos choix subséquents puis parmi ceux offerts par l'université. C'est-à-dire que parfois, une université qui va vous donner un refus dans un programme pourrait, à la limite, vous soumettre des programmes qui sont encore ouverts aux inscriptions ou encore vous proposer, par exemple, de vous tourner vers tel certificat qui est lié au baccalauréat, par exemple, dans lequel vous aviez fait une demande d'admission initialement. Donc, vous pouvez finalement vous tourner vers un choix alternatif. Vous pouvez aussi, même si vous n'avez pas nécessairement mis ces choix-là sur votre demande d'admission initialement, vous pouvez retourner sur le site web des universités puis consulter la liste des programmes qui sont encore ouverts aux admissions tardives.
ou encore des programmes des fois de plus courte durée. Tout à l'heure, je vous mentionnais un certificat majeur aussi. C'est des programmes qui parfois vont être ouverts plus tard que le 1er mars pour pouvoir faire une demande d'admission. Fait que vous pourriez faire une deuxième demande d'admission dans les programmes qui sont encore ouverts. Une autre option, si vous êtes refusé au programme qui vous intéressait, c'est d'opter pour la formation à distance. Donc, avec l'université à distance, la TELUC, parfois, il peut y avoir aussi des programmes qui pourraient vous intéresser, qui sont davantage flexibles, dans le fond, au niveau des dates d'admission. Vous avez aussi l'opportunité de faire un appel de décision par rapport faire un appel en fait par rapport à la décision qui a été rendue par l'université. Donc, vous pourriez dire, par exemple, je juge que ma demande a été traitée, par exemple, de façon inéquitable, puis faire à ce moment-là un appel de décision. C'est assez rare toutefois là, que les gens font appel à ça. Ou encore, si vous vous dites, hey, moi, je misais vraiment sur ce programme-là, je ne sais absolument pas ce qui m'intéresse d'autre, vous pouvez aussi venir consulter en orientation, soit au cégep ou encore à l'externe, pour pouvoir être accompagné à définir un autre programme ou une autre cible professionnelle qui pourrait être accessible pour vous. Donc, une fois que vous avez sélectionné le programme qui vous intéresse, que vous avez donné votre réponse d'admission à l'université, ultimement, ce qu'il va falloir faire, c'est vous inscrire officiellement en faisant votre choix de cours, puis le paiement aussi selon les dates puis les modalités fixées par les universités. C'est vraiment variable d'une université à l'autre, entre autres au niveau des dates de choix de cours. Si jamais vous ne vous inscrivez pas, vous ne faites pas de choix de cours, ce qui se passe, c'est que l'université va considérer finalement que vous ne souhaitez pas réaliser le programme, puis c'est possible aussi qu'elle retire son offre d'admission. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste parce que vous acceptez l'offre d'admission de l'université qu'automatiquement, il y a un horaire qui va se générer puis que vous êtes étudiant. C'est vraiment votre responsabilité de rester à l'affût des dates. Entre autres, souvent, ça se passe sur les portails des universités une fois que vous avez un compte pour aller faire votre choix de cours, entre autres, puis aller payer toutes vos factures dans les temps. Si vous décidez ultérieurement de ne pas fréquenter le programme dans lequel vous êtes inscrite, donc vous êtes allé, vous avez fait votre choix de cours, vous avez payé, vous devez obligatoirement annuler dans les délais prescrits par l'université votre session, sans quoi vous allez vous retrouver finalement avec une facture ou encore un non-remboursement à votre dossier, puis aussi des échecs scolaires. Donc, si par exemple, vous décidez de ne pas participer au programme ou encore que vous décidez de mettre votre projet d'études de côté, il faut en aviser à ce moment-là selon les bonnes modalités l'université pour être sûr de ne pas avoir des échecs scolaires qui suivent à votre dossier. C'est ce qui conclut cette vidéo d'une série de 4 abordant des thématiques reliées à l'admission universitaire. Si jamais vous avez encore des questions en suspens, n'hésitez pas aussi à vous référer à nos autres vidéos, de même aussi qu'au guide d'admission universitaire disponible sur la communauté Omnivox. Si jamais vous ressentez le besoin d'avoir des réponses en fait à des questions un peu plus précises, vous pouvez aussi demander rendez-vous avec nous. Les modalités pour pouvoir rencontrer une conseillère en information scolaire, une conseillère d'orientation sont décrites à l'écran, en espérant aussi que cette vidéo a été informative pour vous. Alors, je vous remercie pour votre écoute.